Bonjour, chers lecteurs. Je vais vous raconter des histoires qui, bien que basées sur des faits réels, semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Chaque récit est empreint d'une atmosphère mystérieuse, presque surnaturelle, comme si une force invisible avait guidé les événements vers un destin inexplicable. Préparez-vous à plonger dans des récits où la réalité se mêle à l'inexplicable, où chaque détail compte, et où le mystère plane comme une ombre. L'incident que je m'apprête à vous révéler s'est produit en l'année de grâce 2017, alors que je portais en mon sein ma fille depuis 7 mois déjà. Je vivais chez ma tante Gertrude, cette femme au cœur d'or qui s'était présentée comme mon unique salut dans cette heure sombre de mon existence. Cette femme sans laquelle je ne serais rien, qui avait accepté de supporter le fardeau financier et émotionnel d'une nièce enceinte et abandonnée, qui me nourrissait, me soignait, me protégeait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Gertrude était devenue ma mère de substitution, ma gardienne, mon ange gardien terrestre. En raison de l'état avancé de ma grossesse, cette femme dévouée me traitait comme du cristal fragile. Elle me refusait la moindre tâche pénible, insistant pour que je me repose, que je préserve mes forces pour l'accouchement à venir. Mais le destin cruel avait décidé de mettre à l'épreuve notre petite bulle de sécurité. Un matin de juillet particulièrement étouffant, Gertrude s'est réveillée brûlante, son front marqué par la fièvre qui la faisait trembler de frissons. Sa température dépassait les 39 degrés, et son teint livide trahissait l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait. Je ne pouvais supporter l'idée de la voir souffrir sans rien faire. Mes envies de femme enceinte se faisaient pressantes, ces irrésistibles pulsions qui vous obsèdent jusqu'à la folie. Je désirais ardemment des chips au vinaigre et des boîtes de jus de raisin, ces friandises simples qui apaiseraient mon inconfort grandissant. Gertrude, dans son délire fiévreux, tentait de se lever pour m'accompagner, mais ses jambes se dérobaient sous elle. Je l'ai forcée à retourner se coucher, lui promettant que je serais prudente, que je reviendrais rapidement, que tout irait bien. Je suis monté dans sa vieille berline verte, cette voiture qui sentait le tabac froid et le désinfectant, et j'ai conduit les 3 pâtés de maison qui nous séparaient du Dollar Tree. Le trajet m'a semblé interminable, chaque dos d'âne me faisant grimacer de douleur alors que mon bébé s'activait dans mon ventre rond. Le parking du magasin était presque désert sous la chaleur accablante de l'après-midi. Quelques voitures éparpillées, des oiseaux qui cherchaient de l'ombre sous les arbres rabougris. En entrant dans le magasin, l'air conditionné m'a frappé de plein fouet, provoquant une chair de poule instantanée sur mes bras nus. J'ai saisi un panier métallique qui grinçait sur le carrelage usé, et j'ai commencé ma quête. Les allées s'étiraient devant moi comme des couloirs sans fin, remplis de produits bon marché aux emballages criards. Je passais devant les étagères sans vraiment les voir, mon esprit occupé par l'inconfort de ma condition et l'inquiétude pour ma tante malade. C'est alors que je les ai aperçus, ces chips que je convoitais, perchés sur l'étagère supérieure comme une moquerie cruelle. J'ai tenté de m'étirer, mes doigts effleurant à peine le sac qui me narguait. J'ai essayé de me hisser sur la pointe des pieds, mais le poids de mon ventre me ramenait irrémédiablement vers le sol. La frustration montait en moi, mêlée à une humiliation grandissante d'être réduite à l'impuissance par une simple étagère. C'est dans ce moment de vulnérabilité absolue qu'elle est apparue. Une voix rauque et doucereuse s'est élevée derrière moi, me faisant sursauter. « Permettez-moi de vous aider, ma chère. » Je me suis retourné pour faire face à une femme d'un âge indéterminé, cet âge flou qui se situe entre la soixantaine et l'éternité. Ses cheveux blancs étaient tirés en arrière en un chignon sévère qui dévoilait un visage ridé comme du parchemin ancien. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, ce qui a fait battre mon cœur un peu plus vite, c'était ses yeux. Des yeux d'un gris laiteux, presque opaques, qui semblaient regarder au-delà de moi, à travers moi, comme si elle percevait quelque chose d'invisible à la vue des mortels. Ses lèvres minces s'étiraient en un sourire qui ne rejoignait pas ses orbes terrifiants. Elle portait une robe longue d'un noir de deuil, ornée d'un pendentif étrange en forme de main avec des symboles gravés que je ne pouvais identifier. Ses mains étaient recouvertes de bagues aux pierres sombres qui absorbaient la lumière plutôt que de la refléter. Une odeur de camphre et de terre humide émanait d'elle, cette senteur de cave oubliée et de secrets enfouis. « Merci beaucoup », ai-je murmuré, me déplaçant pour lui permettre d'atteindre les chips. Elle a saisi le sac avec une aisance déconcertante, ses articulations craquant légèrement comme du bois sec. En me tendant le paquet, ses doigts ont effleuré ma joue avec une douceur qui m'a glacé le sang. Sa peau était froide, anormalement froide, comme celle d'un serpent ou d'un cadavre frais. Ce contact a provoqué en moi une répulsion instinctive que j'ai peiné à dissimuler. « Vous êtes enceinte », a-t-elle déclaré, ce n'était pas une question. Le 7e mois, si je ne m'abuse. Une fille. J'ai senti mon sang se figer. Comment pouvait-elle savoir ? Je n'avais rien révélé de mon terme, encore moins du sexe de mon enfant. L'échographie récente avait confirmé que je portais une fille, mais cette information était confidentielle, partagée uniquement avec ma tante. Comment savez-vous ?
ai-je balbutié. Elle a émis un rire sec, un son qui ressemblait à des feuilles mortes froissées. Je connais les signes, ma petite. Je les ai vus tant de fois au fil des siècles. Les femmes enceintes rayonnent d'une lumière particulière. Votre enfant, elle est spéciale. Puissante. Elle attirera les convoitises. J'aurais dû partir à cet instant. Chaque fibre de mon être hurlait de fuir, de courir, de me réfugier dans la sécurité relative de ma voiture. Mais une force étrange me retenait, comme si ces paroles avaient tissé une toile invisible autour de moi. Nous avons commencé à parler, ou plutôt elle a commencé à m'interroger avec une habileté déconcertante. Elle voulait savoir tout de moi. Mon nom, mon âge, mon passé familial, la raison de ma présence chez ma tante, l'identité du père absent, mes craintes pour l'avenir. J'ai répondu, honteuse de ma naïveté rétrospective, révélant des détails intimes à cette inconnue terrifiante. Elle écoutait avec une intensité prédatrice, ses yeux gris ne me quittant jamais, absorbant chaque information comme une éponge à vide. De temps en temps, elle jetait des regards furtifs autour d'elle, surveillant les rares clients qui traversaient le magasin, s'assurant que personne ne nous observait trop attentivement. « Votre tante est malade », a-t-elle constaté après que je lui ai expliqué ma situation. « Elle ne pourra pas vous protéger. Pas des dangers qui vous guettent. Pas des créatures qui rôdent dans l'ombre, attendant leur heure. » Ces paroles étaient devenues plus étranges, empreintes d'allusions mystiques qui me dépassaient. Elle parlait de cycles anciens, de rituels oubliés, de nourriture pour les ombres. Elle mentionnait des mangeuses d'âmes, qui cherchaient les nouveau-nés pour prolonger leur existence immortelle, des sorcières qui avaient appris à tromper la mort en volant la vie des innocents. « Vous devriez venir avec moi », a-t-elle soudainement proposé, sa voix prenant une qualité hypnotique. « J'ai une propriété isolée, loin des regards indiscrets. Là-bas, personne ne pourra vous trouver. Personne ne pourra prendre votre bébé. Je sais des choses, des secrets anciens pour protéger les enfants spéciaux comme le vôtre. » La terreur s'est emparée de moi, enfin brisant le sortilège de sa présence. J'ai reculé, serrant le sac de chips contre ma poitrine comme un bouclier pitoyable. « Je vous remercie, mais je dois rentrer. » Ma tante me attende. Son expression s'est durcie, le masque de bienveillance s'effaçant pour révéler quelque chose de bien plus ancien et plus sombre. « Votre tante est faible. Elle mourra bientôt, et vous serez seul. » Vulnerable. La proie parfaite. Ces mots m'ont horrifié au-delà de toute mesure. Comment osait-elle prononcer de telles malédictions sur Gertrude? J'ai tourné les talons et me suis éloigné à grands pas, ignorant ses appels insistants. Je l'ai entendu me suivre, ses pas légers mais persistants résonnant sur le carrelage. Chaque fois que je m'arrêtais pour jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, elle était là, souriant de ce sourire terrifiant, ses yeux gris fixés sur mon ventre avec une avidité obscène. J'ai accéléré le pas, me dirigeant vers les caisses. Heureusement, un employé du magasin m'a aidé à porter mes achats jusqu'à ma voiture, me sauvant de la confrontation directe. Mais quand je me suis retrouvé seul sur le parking désert, la panique m'a submergé. L'envie irrépressible d'uriner, typique de ma condition, est devenue urgente. Les toilettes intérieures me terrifiaient à l'idée de recroiser cette créature. Alors j'ai opté pour les sanitaires extérieurs situés dans un recoin isolé du parking. C'était une petite bâtisse délabrée, aux murs couverts de graffitis obscènes et de moisissures. L'intérieur sentait l'ammoniac et le désinfectant bon marché. 3 cabines s'alignaient, toutes vides selon un rapide coup d'œil sous les portes. Je suis entré dans la première, verrouillant soigneusement la porte derrière moi. Le soulagement de mes besoins fut de courte durée. J'ai entendu la porte extérieure grincer sur ses gonds rouillés, puis des pas lents, méthodiques, qui se rapprochaient. Mon cœur s'est emballé. Les pas se sont arrêtés devant ma cabine. Un silence de mort s'est installé, si dense que j'entendais le battement de mon propre pouls dans mes tempes. Puis, le bruit le plus terrifiant de mon existence. Une respiration lourde, rauque, qui semblait provenir d'au-dessus de moi. Lentement, avec une terreur paralysante, j'ai levé les yeux. Ce que j'ai vu m'a fait pousser un hurlement muet, ma gorge se serrant dans l'horreur absolue. Elle était là, cette femme, debout sur la cuvette des toilettes de la cabine voisine, penchée par-dessus la cloison pour m'observer. Son visage était à quelques centimètres du mien, ses traits déformés par une expression de pure avidité démoniaque. Ses yeux gris brillaient d'une lueur surnaturelle dans la pénombre, et sa bouche s'étirait en un rictus qui révélait des dents trop longues, trop pointues, inhumaines. « Je veux votre bébé », a-t-elle susurré, sa voix maintenant chargée d'échos multiples, comme si plusieurs entités parlaient simultanément. Je la sentis grandir en vous. Sa puissance, sa lumière. Elle me nourrira pendant des décennies. Venez avec moi, et je vous épargnerai la souffrance. Résistez, et je prendrai ce que je veux de toute façon. Ses mains aux doigts démesurés se sont tendues vers moi par-dessus la cloison,
les ongles noirs et crochus griffent en l'air. J'ai poussé un cri strident, retrouvant enfin l'usage de ma voix, et j'ai déverrouillé la porte en tremblant. Je me suis précipité dehors, glissant sur le carrelage humide, me relevant avec une agilité née de la terreur pure. Elle m'a poursuivi, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle qui défiait son apparence d'octogénaire. Ses pas résonnaient derrière moi, accompagnés de son rire maniaque qui semblait venir de partout à la fois. « Revenez. Votre enfant sera à moi. Je l'attends depuis si longtemps. » J'ai couru vers ma voiture, mes poumons brûlants, mon ventre lourd me ralentissant. J'ai aperçu son reflet dans la vitre de ma portière. Elle courait sur les murs du parking, se déplaçant comme une araignée, ses membres articulés dans des angles impossibles. Cette vision m'a donné une dernière poussée d'adrénaline. J'ai réussi à ouvrir la porte et à m'engouffrer à l'intérieur. Sa main s'est interposée au dernier moment, ses doigts glacés s'accrochant à mon bras. J'ai claqué la porte avec une force désespérée, entendant le bruit osseux de sa main broyée, ses cris de douleur mêlés de rage démoniaque. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai démarré et foncé, laissant cette créature derrière moi, hurlant des malédictions dans le parking vide. En arrivant chez moi, j'étais en état de choc, incapable de parer cohéremment. Gertrude, malgré sa fièvre, a compris l'essentiel et a appelé la police. Ils ont fouillé le magasin et les environs, mais n'ont trouvé aucune trace de cette femme. Aucune caméra de surveillance ne l'avait capturée clairement, seulement des ombres floues et des distorsions inexplicables. Une semaine plus tard, en lisant le journal local, j'ai découvert l'article qui glace encore mon sang aujourd'hui. Une femme enceinte de 8 mois, Sarah Mitchell, avait disparu du même Dollar Tree 3 jours avant ma rencontre. Elle était allée acheter des couches et n'était jamais revenue. Sa voiture avait été retrouvée sur le parking, moteur allumé, portes ouvertes, mais aucune trace d'elle ni de son bébé. La police cherchait toujours. Je sais, au plus profond de mon être, que cette créature l'a prise. Que Sarah et son enfant sont devenus les prochaines victimes de cette mangeuse d'âmes immortelle. Que si je n'avais pas eu cette chance désespérée, ce serait moi qui aurais disparu, et ma fille avec moi. Ma fille est née 2 mois plus tard, belle et en parfaite santé. Mais parfois, tard la nuit, quand je la berce dans mes bras, je crois voir une ombre grise se déplacer derrière la fenêtre. Je sens une présence froide qui observe, qui attend. Et je sais qu'elle n'a pas renoncé. Qu'elle patiente, immortelle et patiente, pour sa prochaine opportunité. Car les créatures, comme elle, ne meurent jamais vraiment. Elles attendent dans les recoins sombres des magasins discount, dans les toilettes publiques désertes, dans les ombres où personne ne regarde. Elles cherchent les mères seules, les femmes vulnérables, celles dont la lumière intérieure brille assez fort pour attirer leur attention. Et quand elles trouvent leur proie, elles ne lâchent jamais prise. Jamais. L'été de mes 13 ans restera à jamais gravé dans ma mémoire comme le moment où j'ai basculé dans l'abîme. C'était 2008, une année déjà chargée de chaos familial. Mes parents s'engluaient dans les procédures de divorce, transformant notre modeste maison en champ de bataille juridique et émotionnel. Les cris résonnaient à travers les murs fins, les portes claquaient à toute heure du jour et de la nuit, et l'atmosphère devenait si toxique que je cherchais refuge dans la rue plutôt que dans ma propre chambre. Nous habitions un quartier résidentiel déclinant, ces rangées de maisons identiques où les voisins ne se connaissent pas et où les enfants restent enfermés derrière des clôtures de sécurité. Je n'avais aucun ami, aucune bande avec qui traîner, aucune activité sportive pour canaliser mon énergie adolescente. Mon seul échappatoire, ma seule raison de me lever le matin, était mon art. Je dessinais avec une passion dévorante. Des croquis, des portraits, des paysages imaginaires peuplaient des carnets qui s'accumulaient sous mon lit. Pour nourrir cette obsession, je faisais des petits boulots. Promener les chiens des voisins, tondre des pelouses, livrer des journaux. Chaque dollar gagné était précieusement conservé pour une seule destination. Le Dollar Tree situait 3 pâtés de maisons de chez nous, juste à côté de la station-service désaffectée sur la route départementale. Ce magasin était mon sanctuaire. Ses allées fluorescentes, son odeur de plastique et de produits chimiques bon marché, ses étagères regorgeant de fournitures d'art abordables. Tout cela représentait un univers de possibilités infinies pour un adolescent isolé. J'y passais des heures, touchant les crayons, comparant les qualités de papier, rêvant aux créations futures. Le 17 juillet, une journée particulièrement suffocante, j'ai décidé de m'y rendre vers 15 heures. 7 heures creuses de l'après-midi, quand les employés somnolent et les clients se font rares, était mon moment préféré. J'avais économisé 12 $, une fortune pour moi, et je comptais investir dans un nouveau set de fusains et des peintures acryliques pour un projet ambitieux. Un portrait de ma mère avant que le divorce ne transforme son visage en masque amer. J'ai garé mon vélo près de l'entrée, l'enchaînant négligemment à un poteau. Le parking était quasi désert, seulement 3 voitures éparpillées sous le soleil de plomb. En entrant,
Le bourdonnement des néons et le frisson de la climatisation m'ont accueilli comme une caresse. Le caissier, un jeune homme aux yeux vitreux, somnolait derrière son comptoir, à peine relevant la tête pour m'accorder un hochement distrait. J'ai erré dans les allées, perdu dans mes rêveries artistiques. La section peinture avait reçu un nouvel arrivage, et j'ai passé un temps considérable à examiner les tubes de couleurs, imaginant les mélanges possibles. C'est dans cette concentration absolue que je l'ai senti avant de le voir. Une présence derrière moi, si proche que je percevais son souffle sur ma nuque. Le hoquet m'a fait sursauter, ce bruit humide et soudain qui déchire le silence. Je me suis retourné vivement, et mon cœur a manqué un battement. Debout devant moi se tenait un homme déguisé en Jack Sparrow, le célèbre pirate du film de Johnny Depp. Mais ce n'était pas un costume de carnaval ordinaire. Cette tenue semblait usée par des années d'usage réel, maculée de taches indéfinissables, dégoulinante d'une humidité qui sentait l'algue pourrie et le sel marin. La perruque noire emmêlée tombait en mèches graisseuses sur des épaules voûtées. Le maquillage, censé imiter les traits hâlés du pirate, coulait en traînées blanchâtres sur un visage livide et gonflé. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce qui a fait naître en moi une terreur primitive et irrationnelle, c'étaient ses yeux. Des yeux injectés de sang, aux pupilles dilatées jusqu'à engloutir presque entièrement l'iris, des yeux qui ne clignaient pas, qui ne semblaient pas humains. Et l'odeur, une puanteur composite de rhum aigri, de sueur rance, de vêtements jamais lavés, et sous-jacente à tout cela, quelque chose de plus sinistre, l'odeur de la décomposition, de la chair qui pourrit lentement. « Ah, mais je vous ai vu !» a-t-il articulé d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne, une voix qui semblait provenir de plusieurs gorges à la fois, avec des échos et des distorsions impossibles. J'ai reculé d'un pas, heurtant une étagère de peinture qui trembla dangereusement. « Désolé, je ne vous avais pas remarqué », ai-je balbutié, cherchant désespérément une issue. Il a éclaté de rire, un rire qui se transforma en quinte de tout rauque. Des gouttelettes sombres ont giclé de sa bouche, tachant son costume déjà immonde. Personne ne me remarque. Pas au début. Pas avant qu'il soit trop tard. J'ai tenté de contourner l'homme, mais il s'est déplacé avec une fluidité déconcertante, bloquant mon passage. Dans l'espace confiné de l'allée, je me sentais piégé, une proie dans une cage invisible. « Vous dessinez », a-t-il constaté, ses yeux fixes sur mes mains qui tremblaient légèrement. Les artistes voient les choses. Les vraies choses. Derrière le voile. Vous voyez ce que je suis, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, terrifié par la tournure de la conversation. Il s'est penché plus près, et j'ai vu que ses dents étaient noircies, certaines manquantes, d'autres aiguisées en pointes irrégulières. « Je suis le capitaine », a-t-il soufflé, son haleine me frappant au visage comme un coup physique. Le vrai. Pas l'acteur. Pas le personnage de cinéma. Le vrai Jack Sparrow, condamné à errer entre les mondes, a cherché un équipage pour mon vaisseau fantôme. J'ai réalisé alors que cet homme n'était pas simplement ivre ou dérangé. Il y avait quelque chose de profondément, fondamentalement incorrect en lui. Ses mouvements étaient saccadés, comme s'il était manipulé par des fils invisibles. Ses paroles portaient une conviction terrifiante qui transcendait la folie ordinaire. « Je dois y aller », ai-je murmuré, tentant de forcer le passage. Sa main s'est abattue sur mon épaule avec une force surhumaine, ses doigts s'enfonçant dans ma chair jusqu'à me faire grimacer de douleur. « Pas encore. Vous devez d'abord répondre à votre capitaine. Dites-moi, garçon, croyez-vous aux âmes perdues? Aux esprits qui hantent les lieux de leur dernière agonie ?» J'ai hoché la tête, non par conviction, mais par peur de le contrarier. Il a souri, ce rictus qui dévoilait l'obscénité de sa bouche. « Bien, très bien. Car ce magasin. » Il a fait un geste circulaire englobant les allées, et bâti sur des ossements. Des gens sont morts ici, beaucoup de gens. Et certains d'entre eux ne sont jamais partis. Ils attendent. Ils attendent quelqu'un comme moi pour les libérer. Ou quelqu'un comme vous pour les rejoindre. Il a relâché mon épaule, et j'ai profité de cette ouverture pour m'échapper. J'ai couru vers la caisse, jetant mes achats sur le comptoir, tremblant si fort que j'ai eu du mal à compter mon argent. Le caissier, réveillé par mon agitation, a jeté un regard vers l'allée où l'homme était apparu, mais n'a vu personne. « Vous allez bien, mec ?» a-t-il demandé avec une indifférence feinte. J'ai attrapé mon sac et suis sorti en courant, ne regardant pas en arrière. Le parking m'est apparu différent, plus sombre, les ombres plus denses et menaçantes. J'ai cherché mon vélo des yeux, et c'est alors que l'horreur absolue s'est abattue sur moi. Ma bicyclette avait disparu. À sa place, là où je l'avais laissée, il n'y avait qu'une flaque d'eau sombre qui semblait bouger d'elle-même, formant des motifs hypnotiques sur l'asphalte. Et puis j'ai entendu le rire. Ce rire que je n'oublierai jamais, grave et aigu simultanément, humain et pourtant si étrangement décalé, comme si plusieurs voix superposées riaient en harmonie discordante.
Le son de la sonnette de vélo m'a fait sursauter. Elle provenait du fond du parking, là où la lumière des lampadaires ne parvenait plus, où les ténèbres semblaient s'épaissir en une masse palpable. J'ai distingué une silhouette qui pédalait lentement, faisant des cercles dans la pénombre. Mon vélo. Mon vélo rouge que ma mère m'avait offert pour mes 12 ans, que j'avais chéri et entretenu avec tant de soin. Et dessus, trônant comme un roi d'aimant sur son trône mobile, se tenait l'homme au costume de pirate. Il pédalait en direction de la lumière, puis retournait dans l'ombre, répétant ce cycle avec une régularité mécanique, tout en me fixant de ses yeux sans âme. « Tu dois te trouver une fille, matelot » a-t-il hurlé soudainement, sa voix portant dans le silence oppressant de l'après-midi d'été. « Une belle fiancée pour ton capitaine. Viens me la chercher. » J'aurais dû courir. J'aurais dû abandonner mon vélo, abandonner ma dignité, et fuir vers la route principale où passaient encore quelques voitures. Mais quelque chose en moi, cette obstination têtue de l'adolescence, refusait de céder. Ce vélo représentait ma liberté, mon autonomie, la dernière chose qui me permettait d'échapper à l'enfer familial. Je ne pouvais pas le laisser prendre. J'ai fait un pas vers lui, puis un autre. Mes jambes semblaient en plomb, chaque mouvement exigeant une volonté surhumaine. L'homme a cessé de pédaler en rond et s'est immobilisé, me regardant approcher avec une anticipation visible. Dans la lumière crue du soleil, je pouvais maintenant voir des détails que j'aurais préféré ignorer. Des vers ou des larves semblaient s'agiter dans sa perruque, sa peau présentait des taches violacées qui ressemblaient à des marques de pourriture, et sous le maquillage coulant, je distinguis des traits qui n'étaient pas tout à fait humains, trop anguleux, trop étirés. « Approche, mon garçon », a-t-il chantonné, tapotant le guidon de mon vélo. « Approche et rejoins l'équipage. Nous naviguons vers des rivages que les vivants ignorent. Des eaux noires où les étoiles ne brillent jamais. » À 3 mètres de lui, j'ai senti la température chuter brutalement. L'air est devenu glacial, chargé d'une humidité salée qui n'avait rien à voir avec l'atmosphère estivale environnante. Des voix semblaient murmurer depuis les recoins du parking, des chuchotements indistincts qui formaient une cacophonie de détresse. J'ai fait demi-tour et j'ai couru. Ce qui suivit fut une poursuite qui défiait les lois de la physique. L'homme sur mon vélo me talonnait avec une vitesse impossible, pédalant sans effort apparent alors que je sprintais avec toute l'énergie désespérée de ma jeunesse. Il riait constamment, cette horrible cacophonie qui résonnait dans ma tête, et il récitait des phrases sans suite, des bribes de chants de marins mêlées à des incantations dans une langue que je ne connaissais pas. « Je vais t'attraper, petit » hurlait-il. « Je vais t'attraper et te montrer ce qui attend au fond de l'océan. Les créatures qui rôdent dans les abysses. Celles qui ont faim d'âme fraîche. » J'ai quitté le parking pour la route départementale, espérant trouver du secours, un témoin, n'importe qui. Mais la route était déserte, bordée de bois épais qui semblaient se refermer sur moi. Derrière, le son de la sonnette de vélo résonnait avec une clarté surnaturelle, toujours plus proche. La chaleur devenait insoutenable, l'air lui-même semblait épais et difficile à respirer. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient, et pourtant je continuais à courir, poussé par l'instinct de survie le plus primal. Je savais, avec une certitude absolue qui transcendait la raison, que si cet homme me rattrapait, je ne reverrais jamais ma famille, je ne reverrais jamais la lumière du jour. C'est alors que j'ai vu le camion. Un semi-remorque massif qui approchait dans la direction opposée, ses phares perçant la brume de chaleur qui montait de l'asphalte. J'ai agité les bras frénétiquement, criant à en perdre la voix, implorant le conducteur de s'arrêter, de me sauver. Le camion a ralenti, klaxonnant pour m'avertir de me pousser. Mais je suis resté au milieu de la route, une cible désespérée et immobile. Derrière moi, j'ai entendu l'homme ralentir lui aussi. Je me suis retourné pour le voir, immobile sur mon vélo, le visage tordu par une fureur démente. Il regardait le camion, puis moi, puis le camion encore, calculant ses chances. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui dépassait la folie, qui dépassait même le mal. J'ai vu l'abîme lui-même, le néant absolu qui existait derrière son apparence humaine. Cet homme n'était pas simplement un dérangé dans un costume. Il était un véhicule pour quelque chose d'ancien, de terrible, d'extradimensionnel. Le camion s'est arrêté à quelques mètres de moi, le conducteur un homme barbu et inquiet, déjà en train de descendre pour m'aider. J'ai regardé une dernière fois vers l'homme au costume de pirate. Il était descendu de mon vélo, et il tenait quelque chose dans ses mains. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu ce que c'était, mon carnet de croquis, celui que j'avais laissé tomber dans l'allée du magasin en fuyant. Il l'ouvrait lentement, page après page, examinant mes dessins avec une concentration intense. Puis il a levé les yeux vers moi et a souri. Pas le rictus dément de tout à l'heure, mais un sourire calculé, intelligent, terrifiant dans sa normalité apparente.
Il a fermé le carnet, l'a glissé sous sa veste immonde et a fait quelque chose d'inexplicable. Il a salué, un salut de marin respectueux, avant de tourner les talons et de s'enfoncer dans les bois bordant la route. Le conducteur du camion m'a raccompagné chez moi, inquiet de mon état de choc, de mes tremblements incontrôlables, de mon incapacité à articuler une phrase cohérente. Je n'ai pas mentionné l'homme au costume. Qu'aurais-je pu dire? Qui m'aurait cru? Un adolescent imaginatif poursuivi par un pirate dément? Mais le pire était à venir. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar qui se répète encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Je rêve que je suis de retour sur cette route départementale, que je cours éternellement pendant que le son de la sonnette de vélo résonne toujours plus proche derrière moi. Mais dans le rêve, je ne parviens jamais à atteindre le camion. Je cours jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mes poumons saignent et mes jambes se brisent, et toujours il est là, le capitaine, pédalant sans effort, riant de ma détresse. Et parfois, dans les moments les plus sombres du rêve, quand je crois enfin m'être échappé, je sens une présence derrière moi. Je me retourne, et il est là, debout, ayant abandonné le vélo, marchant maintenant avec des pas silencieux. Il tend le carnet de croquis, ouvert à une page que je n'ai jamais dessinée. Une page qui montre mon propre visage, déformé par la terreur, les yeux vides et blancs, la bouche ouverte dans un cri silencieux. « Tu es dans l'équipage maintenant », murmure-t-il dans le rêve. « Tu navigues avec nous. Pour l'éternité. » Je me réveille en hurlant, trempé de sueur, le cœur battant à se rompre. Mais ce qui me terrifie le plus, ce qui me fait encore dresser les cheveux sur ma nuque 15 ans plus tard, c'est ce que j'ai découvert 3 semaines après l'incident. En faisant des recherches sur l'histoire de notre ville, curieux de savoir si d'autres avaient rapporté des rencontres similaires, je suis tombé sur un article de journal datant de 1978. Un homme nommé Jack Morrison, comédien de rue connu pour son imitation de pirate, avait disparu mystérieusement après une performance près de la station-service où se trouve maintenant le Dollar Tree. Son corps n'avait jamais été retrouvé, mais des témoins avaient rapporté l'avoir vu pour la dernière fois en train de parler seul, gesticulant vers quelque chose d'invisible, avant de s'enfoncer dans les bois en riant maniaquement. L'article mentionnait un détail qui m'a glacé le sang. Jack Morrison portait un costume de Jack Sparrow, qu'il avait confectionné lui-même pour ses spectacles. Un costume qu'il ne quittait jamais, disait-on, convaincu d'être réellement le personnage qu'il incarnait. Et dans la photographie d'archives qui accompagnait l'article, je l'ai reconnu. Les mêmes yeux, le même sourire, le même visage, figé dans le temps, immortel dans sa terreur. 15 ans ont passé. Je suis devenu adulte, j'ai quitté cette ville maudite, j'ai tenté de reconstruire une vie normale. Mais chaque fois que j'entends une sonnette de vélo, chaque fois que je vois un homme en costume de pirate, même lors d'une fête pour enfants innocentes, je ressens cette même terreur primale. Car je sais qu'il est toujours là, quelque part, attendant, cherchant de nouveaux membres pour son équipage fantôme. Et parfois, tard la nuit, quand le vent souffle dans les arbres d'une certaine manière, je crois entendre au loin le bruit d'une bicyclette qui approche, et une voix qui chante des chants de marins dans une langue oubliée depuis des siècles. Le Dollar Tree où j'ai travaillé n'était pas un magasin comme les autres. Il occupait l'emplacement d'une ancienne station-service abandonnée, ce type de bâtiment des années 70 aux murs épais et aux fenêtres grillagées qui semblent avoir absorbé des décennies de secrets et de souffrances. Les néons bourdonnants, la climatisation trop forte, l'odeur persistante de plastique et de produits chimiques bon marché créaient une atmosphère irréelle, suspendue hors du temps. J'y ai passé 6 mois de ma vie, entre mes 20 et 21 ans, une période de précarité où chaque dollar comptait. J'ai commencé comme simple caissier, mais la rotation du personnel était si élevée qu'après quelques semaines, on me confiait déjà des responsabilités inhabituelles pour un employé aussi récent. La direction peinait à recruter, surtout pour les quarts de nuit. Personne ne voulait travailler jusqu'à 22 heures dans ce quartier isolé, entouré de zones industrielles désertes et de routes secondaires peu éclairées. Moi, j'acceptais. Les quarts de nuit payaient un peu plus, et j'avais besoin de cet argent. Je me suis habitué à la solitude, à ces heures interminables où le magasin devenait mon domaine personnel. J'organisais les étagères, je nettoyais méthodiquement, je vérifiais les stocks en écoutant des podcasts pour tromper l'ennui. La plupart du temps, c'était paisible, presque méditatif. Mais certaines nuits, quand la pluie tambourinait sur le toit de tôle et que le vent sifflait à travers les joints des portes, je ressentais une présence. Quelque chose qui observait depuis l'extérieur, qui attendait que je baisse ma garde. Je mettais ces sensations sur le compte de l'imagination, de la fatigue, de l'atmosphère oppressante du lieu. J'avais tort. C'était un mardi soir d'octobre. L'automne s'installait avec ses brumes et ses températures glaciales. La pluie avait commencé vers 18 heures, une pluie fine et tenace qui ne cessait de s'intensifier. À 20 heures, quand mon collègue de l'après-midi est parti, je me suis retrouvé seul comme prévu. Le parking était désert,
Ma petite voiture rouge, la seule présence visible sous les lampadaires qui crépitaient sous l'humidité. Les heures ont passé sans le moindre client. La pluie avait découragé les acheteurs impulsifs, ceux qui viennent chercher une brosse à dents ou une pile oubliée. J'ai occupé mon temps en réorganisant la section des articles de fête, ces décorations bon marché pour Halloween qui commençaient à envahir les rayons. Des squelettes en plastique, des citrouilles lumineuses, des masques de monstres aux expressions figées entre le comique et le terrifiant. Vers 21h15, j'ai vu les phares. Une voiture ancienne, une berline bleu foncé des années 80, est entrée sur le parking avec une lenteur méthodique. Elle s'est garée dans l'emplacement le plus proche de l'entrée, et j'ai observé un homme en sortir. Il était corpulent, enveloppé dans un imperméable bleu qui brillait sous la pluie, coiffé d'une casquette de baseball grise et rouge qui dissimulait son visage. Il est entré sans un mot, sans même un hochement de tête. Je l'ai salué de ma voix habituelle, celle que j'utilisais pour tous les clients, mais il n'a pas répondu. Il a simplement commencé à arpenter les allées, ses pas lourds résonnant sur le carrelage. Je l'ai observé depuis ma caisse, intrigué par son comportement erratique. Il ne prenait rien, ne semblait rien chercher en particulier. Il marchait, s'arrêtait, levait la tête comme s'il écoutait quelque chose d'inaudible, puis reprenait sa marche. Après 10 minutes de cette danse étrange, il s'est approché de la caisse. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Ses yeux étaient d'un gris terne, sans vie, comme ceux d'un poisson mort. Il n'y avait pas d'âme derrière ce regard, seulement une vacuité absolue qui me rappelait les photos de patients en état végétatif que j'avais vues dans un documentaire médical. « Bonsoir », ai-je dit, forçant un sourire professionnel. Il a détourné le regard sans répondre, a fait demi-tour et est sorti. Je l'ai vu remonter dans sa voiture et s'éloigner dans la nuit pluvieuse, soulagé de cette rencontre dérangeante sans vraiment comprendre pourquoi. À 21h30, j'ai effectué ma ronde habituelle, vérifiant que tout était en ordre avant de commencer le nettoyage de fin de soirée. Le magasin semblait différent sans client, les ombres plus profondes entre les étagères, les néons crépitant par intermittence. J'ai mis ces impressions sur le compte de la fatigue grandissante. J'ai commencé à nettoyer les sols vers 21h50, sachant que cela me prendrait environ 40 minutes et que je pourrais partir pile à 22h. Le silence était total, seulement ponctué par le frottement de la serpillière et le bourdonnement des néons. J'ai presque fini quand j'ai entendu le moteur. Cette berline bleue. Elle était de retour. Mon cœur s'est emballé. Il était 21h58, 2 minutes avant la fermeture. J'ai regardé par la vitre et j'ai confirmé mes pires craintes. C'était bien la même voiture, impossible à confondre avec ses lignes désuètes et sa couleur particulière. Mais cette fois, il ne s'est pas garé près de l'entrée. Il s'est positionné juste à côté de ma voiture, dans l'angle mort de ma vision depuis la caisse. J'ai senti la peur monter en moi, cette peur viscérale qui transcende la raison. Il y avait quelque chose de délibérément menaçant dans ce choix de stationnement. Ma voiture était à une 50aine de mètres, près du trottoir arrière, et maintenant sa berline la bloquait, la dissimulant presque entièrement à ma vue. L'homme est resté dans son véhicule. Je pouvais voir la fumée de son échappement dans l'air froid, le léger tremblement du moteur qui tournait au ralenti. Il ne sortait pas. Il ne faisait rien. Il attendait. À 22h pile, j'ai verrouillé les portes avec des doigts tremblants. J'ai fait le tour du magasin pour m'assurer que personne ne s'était caché à l'intérieur. Chaque recoin des toilettes, chaque espace de stockage me semblant suspect. Puis je suis retourné à la caisse, espérant contre toute logique que l'homme serait parti. Il était toujours là. J'ai attendu. 10 minutes. 20 minutes. 30 minutes. La berline bleue restait immobile, son moteur tournant, son conducteur invisible derrière les vitres teintées par la pluie et l'obscurité. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence, qu'il attendait quelqu'un, qu'il faisait une pause, n'importe quelle explication rationnelle. Mais aucune ne tenait. Il était 22h30, le magasin était fermé depuis une demi-heure, et il attendait toujours. J'ai appelé ma meilleure amie Brena. Elle habitait à 10 minutes de là, dans un quartier résidentiel. Je lui ai expliqué la situation, essayant de garder un ton calme alors que la panique me nouait la gorge. Elle a immédiatement proposé de venir me chercher, et j'ai accepté avec un soulagement indicible. Pendant les 10 minutes d'attente, je n'ai pas quitté la berline des yeux. Je scrutais chaque mouvement, chaque variation de lumière. À un moment, j'ai cru voir une silhouette bouger à l'intérieur, une forme sombre qui se penchait vers la fenêtre côté passager. Puis rien. Le silence et l'immobilité absolue. Quand j'ai vu la voiture de Brena entrer sur le parking, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je suis sorti en courant, sans regarder en arrière, me précipitant vers son véhicule comme une naufragée vers un radeau de sauvetage. Elle a accéléré avant même que je ferme complètement la portière, filant vers la sortie sans un regard pour la berline bleue. Nous sommes allés chez elle,
et c'est seulement 1 heure plus tard, quand nous sommes revenus avec son frère pour récupérer ma voiture, que nous avons constaté son départ. La berline avait disparu, ne laissant aucune trace de son passage, si ce n'est les marques de pneus humides sur l'asphalte. J'ai récupéré ma voiture et suis rentré chez moi, mais je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai vérifié 10 fois que mes portes étaient verrouillées, que mes fenêtres étaient closes, que personne ne pouvait entrer. Et pourtant, chaque bruit de la maison, chaque craquement du bois, chaque souffle du vent me faisait sursauter. Le lendemain, curieuse et terrifiée à la fois, j'ai fait des recherches. J'ai découvert que le Dollar Tree avait été construit sur l'emplacement d'une ancienne station-service où un crime atroce avait été commis en 1987. Une caissière de 23 ans, Melissa Hart, avait été enlevée à la fermeture et retrouvée 3 jours plus tard dans un champ, victime d'un meurtre rituel jamais élucidé. Le suspect principal, un homme corpulent qui conduisait une berline bleue, avait été interrogé puis relâché faute de preuves. Il s'appelait Arthur Van et il avait disparu peu après, laissant sa voiture abandonnée sur une route de campagne. Mais ce n'était pas tout. En creusant davantage, j'ai trouvé d'autres articles, d'autres disparitions. Une employée de supermarché en 1994. Une étudiante travaillant la nuit dans une station-service en 2001. Une vendeuse de magasins de discount en 2012. Toutes avaient 20 ans environ. Toutes travaillaient seules le soir. Toutes avaient signalé avant leur disparition avoir été observées par un homme en voiture bleue qui attendait dans le parking. Et dans chaque cas, le même détail glaçant. Les caméras de surveillance avaient capturé la berline, mais jamais clairement. L'image était toujours floue, distordue, comme si quelque chose interférait avec l'enregistrement. On voyait la voiture, on voyait qu'elle était occupée, mais on ne distinguait jamais le visage du conducteur. Seulement une ombre, une forme, une présence. J'ai démissionné le jour même. Je n'ai jamais remis les pieds dans ce Dollar Tree, ni dans aucun autre d'ailleurs. J'ai déménagé dans une autre ville, changé de numéro de téléphone, effacé toute trace de cette période de ma vie. Mais il m'a retrouvé. 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu un colis. Aucune adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une main que je ne connaissais pas. À l'intérieur, il y avait une photographie. Elle montrait le parking du Dollar Tree, de nuit, sous la pluie. On y voyait ma voiture rouge, et à côté, la berline bleue. La photo était prise de l'intérieur de cette dernière, on distinguait le volant et une partie du tableau de bord. Et au dos, écrit en lettres tremblantes mais lisibles. La prochaine fois, vous ne verrez pas le camion de votre ami arriver. J'ai brûlé la photo, déménagé encore une fois, changé d'identité autant que possible sans franchir la ligne de l'illégal. J'ai consulté des psychologues, des médiums, des détectives privés. Certains pensaient que j'étais paranoïaque, d'autres croyaient à une stalking obsessionnelle, d'autres encore évoquaient des phénomènes surnaturels qu'ils ne pouvaient expliquer. Un médium, une vieille femme aux yeux blancs de cataracte qui habitait dans un appartement sordide au centre-ville, m'a dit quelque chose qui hante mes nuits depuis lors. Elle a tenu la photo calcinée que j'avais conservée malgré moi, et elle a murmuré « Ce n'est pas un homme. C'est un moment. Un moment figé qui se répète, qui cherche à s'incarner, à devenir réel. Il a besoin d'une âme pour sortir de sa boucle. Votre âme aurait fait l'affaire. » Elle m'a conseillé de ne jamais travailler seul la nuit, de ne jamais me retrouver dans un lieu isolé après la tombée du jour, de ne jamais laisser un inconnu m'observer sans réagir. Des conseils que je suis avec une rigueur obsessionnelle depuis lors. Mais parfois, quand je suis seul dans ma voiture la nuit, quand je m'arrête à un feu rouge dans une rue déserte, quand je regarde dans mon rétroviseur, je le vois. La berline bleue. Toujours à distance, toujours immobile, toujours attendant. Et je sais qu'il patiente, qu'il attend que je baisse ma garde, que je me retrouve seul et vulnérable, que l'occasion se présente enfin. Car les moments figés, les entités qui existent entre les secondes, ont une patience infinie. Ils ont attendu des décennies. Ils peuvent attendre encore. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 mois. J'étais sur l'autoroute, rentrant d'une soirée chez des amis. Dans le rétroviseur, les phares d'une voiture ancienne m'ont suivi pendant 15 km, maintenant toujours la même distance, ni plus près ni plus loin. Quand j'ai enfin trouvé une aire de repos éclairée pour m'y réfugier, la berline a ralenti, est passée devant moi, et j'ai vu le conducteur. Juste un instant, juste assez pour que nos regards se croisent. Et dans ce regard, je n'ai pas vu de haine, pas de colère, pas de malice. J'ai vu quelque chose de bien plus terrifiant, de la gratitude. Comme s'il me remerciait de l'avoir reconnu, de l'avoir laissé entrer dans ma réalité, de l'avoir nourri de ma peur. Maintenant, chaque nuit avant de m'endormir, je vérifie sous mon lit, dans mes placards, derrière mes rideaux. Je sais que c'est irrationnel, que les entités ne se cachent pas sous les lits comme les monstres des contes pour enfants. Mais je ne peux m'empêcher de chercher, de m'assurer que je suis seul, vraiment seul. Car je sais qu'il est là quelque part,
dans l'espace entre 2 secondes, dans l'ombre entre 2 lampadaires, dans le silence entre 2 battements de cœur. Il attend. Et un jour, quand ma vigilance faiblira, quand je serai seul et sans défense, il viendra. Et cette fois, il ne se contentera pas d'attendre dans son véhicule. Cette fois, il descendra. Il frappera à ma porte. Et quand j'ouvrirai, je verrai enfin son vrai visage. Celui qu'il cache depuis toutes ces années, celui qu'aucune caméra ne peut capturer, celui qu'aucun témoin n'a jamais décrit et survécu pour en parler. Je ne sais pas ce qui se passera alors. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment, au-delà de mon âme, de ma vie, de mon existence. Mais je sais que quand ce moment viendra, je n'aurai plus aucune échappatoire. Car il aura attendu assez longtemps. Il aura été assez patient. Et les patients, dans ce monde comme dans l'autre, finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent. Juin 2008 devait être le mois de ma libération. J'avais 18 ans, j'avais terminé mes examens de fin d'année, et dans quelques semaines je quitterais cette ville étouffante pour l'université, pour la liberté, pour une vie où je ne serais plus Johanna la fille du supermarché, Johanna la pauvre, Johanna celle dont les parents se sont séparés dans un vacarme de cris et de vaisselle brisée. J'avais travaillé au Supermart depuis mes 16 ans, ce grand magasin de quartier qui servait de lieu de rendez-vous aux retraités du matin et aux familles pressées du soir. C'était un emploi banal, répétitif, mais honnête. Je connaissais les habitués, leurs commandes, leurs histoires. Madame Henderson qui achetait toujours 6 œufs et un demi-litre de lait. Le vieux monsieur Peterson qui feuilletait les magazines pendant des heures sans jamais rien acheter. La famille Chen qui venait tous les samedis pour leur grand cours de la semaine. Le 24 juin, une chaleur accablante s'était abattue sur la région, suivie en fin d'après-midi par un orage annoncé comme l'un des plus violents de la décennie. Je travaillais le quart de 14h à 23h, seul à la caisse centrale après 21h, quand mes collègues partaient les uns après les autres. Vers 18h, les premières gouttes sont tombées, grosses et lourdes, transformant instantanément les rues en rivières de boue. Puis le ciel s'est déchiré. Ce n'était plus de la pluie, c'était une cataracte, un déluge biblique qui obscurcissait le jour et transformait le monde extérieur en un chaos gris et bruyant. Les éclairs succédaient aux éclairs avec une fréquence surnaturelle, illuminant le parking désert en stroboscope macabre. À 19h, c'était l'heure de ma pause. J'avais oublié mon portefeuille dans ma voiture, garé à l'autre bout du parking. J'ai hésité, regardant la tempête qui déchaînait ses furies contre les vitres, puis j'ai décidé de courir. Cette décision a failli me coûter la vie, et m'a coûté bien plus que je ne pouvais l'imaginer. La distance n'était que de quelques dizaines de mètres, mais sous cette pluie, c'était un parcours du combattant. Je suis revenu trempé jusqu'aux os, frissonnante, mes vêtements collés au corps comme une seconde peau glacée. J'ai acheté un sandwich et un café que j'ai emporté à l'étage, dans la petite salle de repos où un ventilateur brinque-ballant tentait vainement de sécher l'atmosphère humide. Vers 19h30, je suis redescendu, encore humide mais réchauffé par le café et l'espoir que la tempête s'apaiserait. Le magasin était presque vide, seulement quelques clients égarés qui semblaient regretter leur décision de sortir par ce temps. Maria, ma collègue de l'après-midi, était restée pour fermer avec moi. Nous discutions de ses enfants, de ses problèmes de garde, de la vie en général, quand les lumières ont vacillé pour la première fois. Ce n'était qu'une micro-coupure, à peine perceptible, mais suffisante pour nous faire lever les yeux vers les néons qui bourdonnaient. « C'est l'orage », a dit Maria avec un haussement d'épaule. Le transformateur du coin ne supporte jamais les grosses tempêtes. Je suis allé à la fenêtre pour observer le parking. La pluie tombait toujours avec la même intensité démente, créant un rideau liquide qui rendait le monde extérieur flou et irréel. C'est alors que je les ai vus. 2 chiens errants, maigres et tremblants, qui cherchaient refuge près de la benne à ordures du magasin. Derrière eux, une masse sombre bougeait. Pas le mouvement aléatoire des branches sous le vent. Quelque chose de plus lent, de plus délibéré, de plus conscient. Les chiens ont soudainement cessé de fouiller dans les détritus. Leurs têtes se sont levées simultanément, leurs oreilles se sont plaquées en arrière, et ils ont émis des grognements si profonds, si chargés de terreur primitive, que j'en ai eu la chair de poule malgré la distance. « Maria » ai-je appelé, ma voix étranglée par l'inquiétude soudaine. « Viens voir ça. » Elle s'est approchée, et à cet instant précis, les chiens ont disparu. Pas fui, disparu. Comme s'ils s'étaient volatilisés, ou comme si quelque chose les avait aspirés dans l'obscurité. La masse sombre s'est immobilisée, puis a glissé hors de mon champ de vision avec une fluidité qui défiait la logique. « Qu'est-ce que c'était » a demandé Maria, perplexe. « Je ne sais pas » ai-je murmuré. Mais les chiens avaient peur. Une peur, pas normale. Nous avons ri nerveusement, essayant de banaliser l'incident. Le magasin a continué de vider, les derniers clients partant en courant sous la pluie.
À 21h15, nous étions seuls, enfermés dans ce grand espace fluorescent qui semblait soudainement trop vaste, trop exposé. Victor est arrivé vers 21h30. Notre homme de nettoyage, un quinquagénaire silencieux qui vivait dans un petit garage derrière le magasin. Il était toujours gentil avec moi, d'une gentillesse discrète et respectueuse. Nous avions même sorti ensemble quelques mois, une relation qui n'avait pas duré mais qui avait laissé une amitié sincère. Il a commencé à passer la serpillière, sa routine méthodique et familière. Je fumais une cigarette près de la sortie de service, regardant la tempête qui ne faiblissait pas. L'éclairage du parking créait des halos diffus dans la pluie, des cercles de lumière jaunâtre qui semblaient flotter dans le vide. C'est entre deux bouffées que je l'ai vu. Ou plutôt, que j'ai vu ses yeux. Deux points lumineux, d'un jaune si intense qu'ils semblaient émettre leur propre lumière, fixes dans l'obscurité au-delà du cercle d'illumination. Ils étaient trop grands pour appartenir à un chat, trop hauts pour être ceux d'un chien. Et ils clignaient. Lentaiment. Methodicement. Avec une intelligence qui n'avait rien d'animal. Victor, ai-je hurlé, reculant jusqu'à heurter la porte. Il est accouru, et à ce moment précis, l'éclair le plus violent que j'ai jamais vu a fendu le ciel. La lumière aveuglante a révélé l'entièreté du parking, et pendant une fraction de seconde qui restera gravée dans ma mémoire jusqu'à ma mort, j'ai vu ce qui nous observait. Ce n'était pas un animal. Pas au sens où nous l'entendons. La créature était massive, presque de la taille d'un ours, mais sa silhouette était allongée, déformée, comme si quelqu'un avait étiré un félin jusqu'à lui donner des proportions humaines. Sa peau, car c'en était une, visible malgré la distance et la pluie, semblait dépourvue de poils, lisse et grise comme celle d'un dauphin échoué. Mais son visage était le pire. Des traits qui évoquaient vaguement ceux d'un chat, mais déformés, exagérés, grotesques. Des oreilles trop longues, pointues comme des cornes, qui se dressaient en arrière. Une gueule béante qui laissait voir des rangées de dents aiguisées comme des lames de rasoir. Et ses yeux jaunes qui nous fixaient avec une avidité intelligente, consciente, délibérément malveillante. L'éclair a cessé, et l'obscurité est revenue, plus dense qu'avant. Mais les yeux sont restés. Ils ont cligné une fois, lentement, puis se sont rapprochés. Victor a tiré sur mon bras, me traînant à l'intérieur. Nous avons fermé la porte, verrouillé, reculé vers le centre du magasin. Maria nous a regardés avec inquiétude, percevant notre terreur malgré son ignorance de sa cause. Quelque chose est dehors, ai-je haleté. Quelque chose de pas normal. Victor a pris sa serpillière comme une arme, ridicule et pathétique. María ri, nerveusement, essayant de dissiper la tension. C'est probablement un gros chien ou un coyote. Vous vous faites des idées à cause de l'orage. La puissance est tombée à ce moment précis. Les néons se sont éteints, plongeant le magasin dans une obscurité totale, brisée seulement par les éclairs qui continuaient de déchirer le ciel. Maria allumait son téléphone portable, et dans cette lumière blafarde, nos visages semblaient ceux de cadavres. Nous avons trouvé des bougies dans le rayon des articles de fête, et leur lumière vacillante a créé des ombres dansantes sur les murs. Victor est allé vérifier les portes, revenant blême et tremblant. « C'est à l'arrière aussi », a-t-il murmuré. Je l'ai entendu. Ce grattement, comme des griffes sur le métal. Nous nous sommes regroupés près de la caisse centrale, formant un cercle défensif ridicule. La pluie tambourinait sur le toit avec une violence qui semblait personnelle, vindicative. Et puis, nous l'avons entendu. Un bruit qui n'aurait pas dû exister, qui défiait toute classification zoologique. Un mélange de râles, de sifflements et de quelque chose qui ressemblait étrangement à un rire. « Je vais voir », a dit Maria, et avant que nous puissions l'arrêter, elle s'est dirigée vers la porte arrière, celle qui donnait sur la zone de livraison et les bennes à ordures. « Maria, non !» ai-je crié. Elle n'a pas écouté. Elle était comme ça, têtue, courageuse jusqu'à la folie, refusant de croire en ce qu'elle ne pouvait comprendre. Elle a ouvert la porte, juste une fente, juste assez pour jeter un œil dehors. Ce qui s'est passé ensuite se joue dans ma mémoire au ralenti, image par image, comme un film d'horreur que je suis condamné à revoir éternellement. La porte s'est ouverte. Maria a poussé un cri qui s'est transformé en gargouillis. Quelque chose est entré, quelque chose de trop grand pour passer par une porte humaine, et pourtant qu'il a fait, se contorsionnant d'une manière qui brisait les lois de l'anatomie. J'ai vu des griffes, longues comme des doigts humains, mais recourbées comme celles d'un prédateur. J'ai vu une gueule qui s'ouvrait sur 3 mâchoires distinctes, chacune garnie de rangées de dents coniques. J'ai vu ses yeux jaunes, maintenant à quelques mètres de moi, brillant de satisfaction cruelle. Maria a été soulevée comme une poupée de chiffon. La créature l'a tenue suspendue dans les airs un moment qui a duré une éternité, la regardant, la sentant, savourant sa terreur.
Puis elle l'a secoué. Une fois. Brutalement. J'ai entendu son cou se briser, ce bruit sec et définitif qui signifiait la fin de tout ce qu'elle était, de tout ce qu'elle aurait pu devenir. Mais ce n'était pas suffisant pour la bête. Elle a ouvert sa gueule centrale, celle du milieu, et quelque chose en est sorti. Pas une langue, pas dans le sens où nous l'entendons. Une appendice, rose et humide, couverte de ventouses qui se sont attachées au visage de Maria. Et alors, Dieu m'aide, alors elle a aspiré. J'ai vu le corps de Maria se vider, se dégonfler comme un ballon qu'on perce. J'ai vu sa peau devenir grise, translucide, puis se déchirer. J'ai vu... Non, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu ensuite. Ce que cette chose a fait de son corps, de son essence, de son âme si une telle chose existe. Victor et moi avons couru. Nous avons couru vers la sortie principale, glissant sur le carrelage, heurtant des étagères qui s'effondraient dans un vacarme de verres brisés et de produits renversés. Derrière nous, la créature riait, ce rire composite qui semblait provenir de plusieurs gorges à la fois. Nous sommes sortis dans la tempête, la pluie nous frappant avec une violence qui semblait maintenant bienveillante comparée à ce que nous fuyions. Nous avons couru jusqu'à la voiture de Victor, garée près de son garage, et nous sommes partis en laissant des traces de caoutchouc sur l'asphalte. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'avoir atteint le poste de police du centre-ville. Nous avons raconté notre histoire, haletante, incohérente, absurde. Les policiers nous ont regardés avec cette pitié condescendante qu'on réserve aux fous et aux toxicomanes. Ils sont allés vérifier, bien sûr, par acquis de conscience. Le magasin était vide. Pas de corps, pas de sang, pas de traces de lutte. Seulement des étagères renversées qu'on pouvait attribuer à la panne de courant et à la panique. Maria était officiellement portée disparue, et l'enquête a conclu à une fuite volontaire. Une théorie ridicule étant donné son attachement à ses enfants, mais la seule qui s'accordait avec l'absence de preuves. Victor et moi, nous savions la vérité. Nous l'avions vue, sentie, subie. Mais qui aurait cru notre histoire? Qui croit au monstre en 2008, en plein cœur d'une Amérique rationnelle et scientifique? Nous avons gardé le silence, lui et moi, liés par cette horreur partagée. Nous nous sommes revus quelques fois, tentant de comprendre, de trouver une explication. Nous avons fouillé les archives, les légendes locales, les histoires de créatures surnaturelles. Nous avons trouvé des récits similaires, des disparitions inexpliquées lors d'orages violents, des témoins traumatisés décrivant des bêtes impossibles. Un article de 1954 mentionnait une créature identique aperçue près d'une ferme lors d'un ouragan. Un autre, de 1923, parlait d'une dévoreuse d'orage qui sévissait dans la région. Chaque témoignage décrivait les mêmes yeux jaunes, la même capacité à se contorsionner, le même mode de consommation, pas seulement du corps, mais de quelque chose de plus essentiel. Victor est mort 6 mois après l'incident. Pas assassiné, pas disparu. Il s'est simplement éteint. Un arrêt cardiaque, ont dit les médecins, chez un homme de 52 ans sans antécédent. Je suis allé à ses funérailles, et quand j'ai vu son visage dans le cercueil, j'ai su. Il avait le même regard vide que Maria, quelques secondes avant la fin. La même expression de quelqu'un qui a vu quelque chose que l'esprit humain n'est pas censé voir. Moi, je vis encore. Si on peut appeler ça vivre. Je ne sors plus la nuit, surtout pas quand il y a de l'orage. Je garde des lumières allumées dans chaque pièce de mon appartement. Je vérifie sous mon lit, dans mes placards, derrière mes rideaux, même si je sais que ces gestes sont inutiles. Car cette chose, cette dévoreuse d'orage, elle ne se cache pas dans les espaces confinés. Elle existe dans les moments de transition, dans les fractures de la réalité que créent les tempêtes électriques. Elle attend que les barrières s'affaiblissent, que le voile entre les mondes devienne translucide pour passer de l'autre côté et se nourrir. Et elle se souvient de ceux qui l'ont vue. Je le sais, je le sens. Parfois, quand un orage éclate, je perçois quelque chose dans le tonnerre. Pas des mots, mais des images, des sensations. Elle me montre Maria, suspendue dans un espace qui n'est pas tout à fait matériel, toujours consciente, toujours terrifiée, servant de réserve alimentaire pour les siècles à venir. Elle me montre Victor, réduit à une coquille vide, son essence digérée, son âme ailleurs, dans un endroit où les mots ne suffisent pas. Et elle me montre moi. Moi, dans un futur proche ou lointain, quand ma vigilance faiblira, quand je me retrouverai seul et vulnérable au mauvais moment. Elle me montre sa gueule qui s'ouvre, ses ventouses qui s'attachent, son rire qui résonne pendant que je me vide de tout ce qui fait de moi un être humain. Je sais que ce jour viendra. Les créatures comme elles sont patientes, immortelles, insatiables. Elles ont attendu des millénaires, et elles attendront encore. Un jour, il y aura un orage, et je serai au mauvais endroit au mauvais moment. Et alors, je rejoindrai Maria et Victor dans cet au-delà dont personne ne revient. Mais jusqu'à ce jour, je continue. Je travaille, je mange, je dors quand je peux.
Je raconte cette histoire, même si personne ne me croit, dans l'espoir que quelqu'un, un jour, trouvera un moyen de les combattre. De refermer les brèches qu'ils ouvrent. De protéger les innocents de ces prédateurs qui existent depuis avant l'humanité et qui existeront longtemps après notre disparition. Car ils sont là, dans l'ombre des orages, dans les interstices de la réalité. Ils attendent. Ils observent. Ils ont faim. Et leur appétit est sans fin. Le samedi 15 septembre devait être une journée ordinaire. Ce type de journée que l'on oublie avant même qu'elle ne se termine, noyée dans la masse indifférenciée des existences tranquilles. Je vivais dans un petit appartement modeste, situé à 10 minutes de marche d'un magasin à $1 de quartier. Cette proximité géographique définissait en grande partie mon mode de vie. Je faisais mes courses au jour le jour, j'achetais ce dont j'avais besoin quand j'en avais besoin, sans jamais accumuler ni planifier. Ce samedi-là, l'après-midi s'étirait paresseusement. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux, créant des rectangles dorés sur le plancher usé. J'avais décidé de me rendre au magasin pour acheter quelques articles ménagers, du détergent, des sacs poubelles, peut-être une nouvelle éponge si l'offre semblait intéressante. Rien qui justifie une excitation particulière, encore moins une anxiété. Le trajet se déroula sans incident. Les rues de mon quartier résidentiel étaient calmes, presque désertes, ce silence de l'après-midi de week-end où la plupart des habitants sommeillent devant des écrans ou s'adonnent à des activités domestiques invisibles. Le magasin à $1, un établissement familial tenu par des propriétaires coréens que je connaissais de vue, semblait accueillant dans sa banalité rassurante. En entrant, j'ai remarqué immédiatement qu'il y avait peu de clients. 2 femmes discutaient près du rayon des articles de cuisine, un adolescent examinait les DVD bon marché, et c'était tout. L'ambiance était paisible, presque soporifique. J'ai pris un panier et me suis dirigé vers le fond du magasin, là où s'alignaient les produits ménagers. C'est alors que je l'ai vu. Un homme se tenait dans le recoin le plus éloigné, près des articles de jardinage discount. Il buvait une bière. Overtment. Sans la moindre tentative de dissimulation. La bouteille brune était à moitié vide, et je pouvais voir une seconde bouteille, également entamée, qui dépassait de la poche de son manteau. Il portait un pull vert d'un style démodé, des pantalons de costume froissés, et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Son apparence était étrangement contradictoire. Il n'avait pas l'allure d'un sans-abri, de ces habitués des rues que l'on reconnaît à leur désordre organique. Il semblait plutôt décalé, comme quelqu'un qui avait connu une autre vie, une autre réalité, et qui avait glissé dans celle-ci sans parvenir à s'y adapter. Ses cheveux étaient coiffés avec une précision désuète. Sa montre était d'une marque autrefois respectable, maintenant éraillée. J'ai souri, malgré moi. La scène avait quelque chose de comique, de absurde. Qui boit de la bière dans un magasin à $1 un samedi après-midi? C'était le genre d'anecdote que l'on raconte ensuite autour d'un dîner, le genre de rencontre inexplicable qui égaye une journée sans histoire. L'homme ne m'a pas regardé. Son attention semblait focalisée sur un point invisible devant lui, comme s'il contemplait quelque chose que moi, je ne pouvais voir. Ses lèvres remuaient légèrement, formant des mots silencieux. Une conversation intérieure, peut-être. Une dispute avec des interlocuteurs invisibles. Un autre client est passé près de lui lançant un regard de méfiance avant d'accélérer le pas. J'ai continué mes courses, mais je dois admettre que ma curiosité était piquée. Je me suis retrouvé à jeter des coups d'œil dans sa direction, observant son immobilité croissante, sa concentration qui semblait se densifier comme une masse physique. Au bout de 10 minutes, la propriétaire du magasin, une femme d'une 50aine d'années au visage fatigué, s'est approchée de lui. Leur échange fut bref mais tendu. Elle lui demandait de partir, invoquant le règlement. Lui répondait d'une voix trop forte, trop chargée d'une émotion que je ne pouvais identifier. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus désespéré. Vous ne comprenez pas, ai-je entendu, ou cru entendre. Je dois rester ici. C'est le seul endroit où ils ne peuvent pas m'atteindre. La propriétaire a insisté, sa voix montant d'un ton. L'homme a fini par céder, mais pas avant d'avoir vidé sa bière d'une longue gorgée et de l'avoir posée avec une précision délibérée sur une étagère. Il est sorti en traînant les pieds, non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui se retire stratégiquement, qui regroupe ses forces pour un combat à venir. J'ai terminé mes achats rapidement, soudainement mal à l'aise sans comprendre pourquoi. À la caisse, j'ai échangé quelques mots banals avec le propriétaire, un homme dont le anglais hésitant ne lui permettait guère plus que des formules de politesse standardisées. Je suis sorti dans l'après-midi doré, soulagé de retrouver l'air frais et la lumière naturelle. Le chemin du retour me sembla plus long que d'habitude. Les rues, pourtant familières, prenaient une qualité étrangère,
comme si je les observais pour la première fois ou après une longue absence. Les ombres s'étiraient différemment, les bruits de la ville semblaient filtrer à travers une barrière invisible. À mi-parcours, je l'ai aperçu. Il était là, adossé à une boîte aux lettres communautaires, buvant sa seconde bière avec la même méthodité déconcertante. Mais quelque chose avait changé. Son attitude, auparavant passive, contemplative, s'était transformée. Une tension électrique émanait de lui, visible dans la raideur de ses épaules, dans la façon dont ses doigts serraient la bouteille jusqu'à blanchir les articulations. Et puis il m'a vu. Nos regards se sont croisés à une dizaine de mètres de distance, et ce que j'y ai lu m'a glacé jusqu'à la moelle. Ce n'était pas de la colère, pas de la haine, pas même de la folie au sens clinique du terme. C'était du désespoir absolu, celui des gens qui ont touché le fond de l'existence et découvert que le fond continue de s'enfoncer. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui voit en vous un élément de son cauchemar personnel. J'ai accéléré le pas, forçant un sourire professionnel, celui que l'on utilise pour désamorcer les rencontres gênantes avec des inconnus. « Bonjour », ai-je lancé de loin, espérant passer outre. Il a craché une réponse que je ne répéterai pas ici, une succession d'insultes et de menaces qui semblaient puiser dans un réservoir sans fond de rancœur. Sa voix avait changé, devenue gutturale, chargée de vibrations qui ne semblaient pas entièrement humaines. Les mots eux-mêmes étaient secondaires. C'était la haine pure qu'il transportait qui me frappait physiquement, comme un coup au visage. J'ai continué à marcher, accélérant encore, refusant de me laisser entraîner dans une confrontation. Mais j'ai senti son attention sur moi, ce poids oppressant d'un regard qui semblait capable de brûler la peau. J'ai entendu ses pas derrière moi, irréguliers mais persistants, ce traquenard de l'ombre qui se rapproche inexorablement. « Où tu vas » a-t-il hurlé. « Tu crois que tu peux partir ? Tu crois que tu peux me regarder comme ça et t'en tirer ?» J'ai tourné la tête, juste assez pour voir qu'il me suivait effectivement, trottinant maintenant pour rattraper mon pas rapide. Sa démarche était étrange, presque déarticulée, comme si ses membres ne répondaient pas complètement à ses ordres. La bière à moitié vide oscillait dans sa main, menaçant de se répandre à chaque mouvement brusque. « Je rentre chez moi », ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma voix malgré la terreur qui me nouait les entrailles. « Je ne veux pas d'ennui. Laissez-moi tranquille. » Il a éclaté de rire, ce rire qui n'avait rien d'humain, cette cacophonie de notes discordantes qui semblait provenir de plusieurs gorges simultanément. La maison. La maison. Elle croit qu'elle a une maison. Elle croit qu'elle est en sécurité là-bas. Ses pas se sont rapprochés. Je pouvais maintenant entendre sa respiration, rauque et sifflante, chargée de cette même odeur de bière aigrie et de quelque chose de plus sombre, de plus ancien, de plus putride. J'ai senti sa main sur mon épaule, ses doigts qui s'enfonçaient dans ma chair avec une force surprenante pour un homme de sa corpulence. C'est alors que j'ai vu ce que ses yeux cachaient. Ce n'était pas un homme ivre. Ce n'était pas un déséquilibré ordinaire. Quelque chose l'habitait, quelque chose qui utilisait son corps comme un véhicule, un hôte, une marionnette. Dans le reflet de ses pupilles dilatées, j'ai aperçu d'autres visages. Des dizaines, des centaines de visages qui se superposaient, qui se fondaient, qui hurlaient en silence. Des visages d'hommes, de femmes, d'enfants, tous partageant la même expression de terreur infinie, de souffrance sans fin. J'ai compris, dans cette fraction de seconde qui sembla durer une éternité, que cet homme n'était pas seul dans son corps. Il portait en lui les âmes, les douleurs, les rages de tous ceux qui l'avaient précédé dans cet état de désespoir absolu. Il était devenu un réceptacle, un accumulateur de colère refoulée, de frustrations jamais résolues, de violences subies et infligées. Et maintenant, il voulait me transmettre ce fardeau. J'ai réagi par pur instinct de survie. Me débattant, me tordant, je me suis libéré de son emprise et j'ai couru. Dieu sait que j'ai couru. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai entendu ces cris derrière moi, non pas des menaces mais des supplications démentes, des appels à revenir, à l'accepter, à partager sa charge. « Reviens » urlait-il. « Tu dois comprendre. Tu dois sentir ce que je sens. C'est la seule vérité. Tout le reste est mensonge. » Je suis arrivé à mon immeuble et frénétiquement cherché mes clés et réussi à ouvrir la porte et à me précipiter à l'intérieur. En me retournant, à travers la vitre du hall d'entrée, je l'ai vu s'arrêter à quelques mètres de la porte. Il ne tenta pas de franchir cette limite. Il resta là, immobile, me fixant avec ses yeux qui n'étaient plus tout à fait les siens. Et puis il a souri. Un sourire qui ne lui appartenait pas, qui semblait dessiné par des milliers de mains invisibles sur son visage. Il a levé sa bière en un toast silencieux, l'a vidé d'une traite, et a laissé tomber la bouteille sur le trottoir. Le verre s'est brisé en milliers d'éclats qui ont semblé former un pattern, un symbole que je ne puis identifier mais qui me glaça le sang. Il est parti ensuite, d'un pas tranquille, comme si rien ne s'était passé.
comme s'il n'avait pas traqué une inconnue dans les rues de son quartier, comme s'il ne portait pas en lui les âmes tourmentées de générations de damnés. Je suis monté chez moi, et verrouillé ma porte, et placé des meubles devant, sachant parfaitement que de tels gestes étaient inutiles contre ce que j'avais affronté. J'ai appelé la police, et raconté mon histoire, et écouté l'opératrice me répondre avec cette politesse professionnelle qui masque l'incrédulité. Un patrouilleur est passé, a pris ma déposition, a promis de surveiller la zone. Je savais que cela ne changerait rien. Les nuits qui suivirent furent un enfer. Je ne dormais que par fragments, réveillé en sursaut par chaque bruit, chaque ombre, chaque rêve où cet homme réapparaissait. Mais le pire n'était pas les cauchemars. C'était cette sensation croissante que quelque chose avait changé en moi, que son contact avait laissé une empreinte invisible mais indélébile. Je commençais à ressentir des émotions qui n'étaient pas les miennes. Des colères soudaines, disproportionnées, dirigées contre des cibles absurdes. Un voisin qui fermait sa porte trop fort, un enfant qui pleurait dans la rue, un employé qui me servait trop lentement. Ces colères montaient en moi comme des marées, submergeant ma raison, menaçant de me faire perdre le contrôle. Et puis vinrent les voix. Pas des hallucinations auditives claires, mais des murmures, des suggestions, des impressions de pensée qui n'étaient pas les miennes. Ils te méprisent, soufflait-elle. Ils te jugent. Ils te trouvent faible, vulnérable, méprisable. Montre-leur. Montre-leur ce que tu peux devenir. J'ai consulté un médecin, puis un psychiatre, puis un prêtre. Chacun offrait sa perspective, son diagnostic, sa solution. Medication, therapy, prayer. Rien ne fonctionnait. Les voix continuaient, s'intensifiaient, devenaient plus insistantes. La colère grandissait, cherchait des issues, des victimes. C'est alors que j'ai fait le lien. Ce que cet homme portait, ce fardeau de âme tourmentée, il tentait de me le transmettre. De faire de moi le prochain réceptacle, le prochain maillon d'une chaîne qui s'étirait dans le temps, de victime en victime, de porteur en porteur. J'ai commencé à enquêter. Des archives de journaux, des rapports de police, des témoignages oubliés. J'ai découvert que mon quartier avait connu une série d'incidents similaires, espacés de quelques années, toujours impliquant des hommes ou des femmes qui perdaient soudainement le contrôle, qui commettaient des actes de violence inexplicables avant de sombrer dans la folie ou le suicide. Un article de 1987 mentionnait un certain Thomas Blackwell, comptable respecté, père de famille, qui avait soudainement agressé 5 collègues lors d'une fête de bureau avant de se jeter par la fenêtre de son bureau au 5e étage. Les témoins décrivaient un changement soudain, une possession, comme il l'appelait, des yeux qui n'étaient plus les siens. Un autre, de 2003, parlait d'une femme, Elena Vargas, qui avait incendié son propre domicile avec ses enfants à l'intérieur, avant de se consumer elle-même en récitant des paroles dans une langue inconnue. Les pompiers avaient rapporté avoir entendu des voix multiples sortir de la maison en flammes, bien que seule Elena fût à l'intérieur. Et dans chaque cas, un dénominateur commun. Une rencontre, quelques jours avant l'incident, avec un étranger qui semblait porter une tristesse infinie, qui buvait en public, qui fixait les passants avec un mélange de désespoir et d'avidité. Je compris alors que j'étais devenu partie intégrante de cette lignée maudite. Que l'entité, le fardeau, la malédiction, appelez-la comme vous voudrez, avait commencé son travail en moi. Que si je ne trouvais pas de solution, je deviendrais à mon tour ce que cet homme était, un vecteur de destruction, un réceptacle de douleur, une bombe à retardement émotionnel prête à exploser sur quiconque croiserait mon chemin. Mais je refusais. Je refusais de céder, de devenir l'outil de cette force invisible. J'ai cherché des solutions alternatives, des approches que la médecine conventionnelle et la religion institutionnelle ne pouvaient offrir. J'ai consulté des chamans, des médiums, des praticiens de traditions oubliées. C'est une vieille femme, gardienne d'un savoir transmis de génération en génération dans sa communauté d'origine haïtienne, qui m'a offert la première lueur d'espoir. Elle a examiné mes yeux, a écouté mon histoire, a tenu mes mains dans les siennes ridées et chaudes. Puis elle a parlé, d'une voix qui semblait venir de très loin. Ce que tu as rencontré, ce n'est pas un homme. C'est une accumulation. Des siècles de douleurs non résolues, de violences non vengées, de haine non exprimée. Cela cherche des hôtes, des âmes sensibles, des personnes qui ont connu leur propre part de souffrance. Tu as été choisi parce que tu portes en toi une blessure que tu refuses de regarder. Elle m'a aidé à identifier cette blessure, cette fracture intérieure que j'avais soigneusement murée depuis mon enfance. Le divorce de mes parents, certes, mais plus profondément, le sentiment d'abandon, d'indignité d'être aimé. Cette conviction sourde que je méritais la souffrance que j'avais subie. L'entité se nourrit de ces blessures, a expliqué la vieille femme. Elle les amplifie, les transforme en portes par lesquelles elle peut entrer. Pour t'en libérer, tu dois guérir cette plaie. Tu dois apprendre à t'aimer assez pour ne plus offrir de prise à ces ténèbres. Le processus fut long, douloureux, exigeant.
Des mois de thérapie intensive, de méditation, de rituels de purification que la vieille femme m'enseigna. Des nuits où je devais affronter mes propres démons, mes propres colères refoulées, mes propres tentations de céder à la violence comme solution. Progressivement, les voix s'estompèrent. La colère se transforma en tristesse, puis en compréhension, puis en paix. Je sentais l'entité qui luttait pour maintenir son emprise, qui proposait des pactes, des compromis, des promesses de pouvoir et de vengeance. Je refusais chaque offre, chaque tentation, chaque raccourci qui aurait pu sembler séduisant dans un moment de faiblesse. 1 an après la rencontre, je pus enfin dire que j'étais libre. Non pas guéri, les cicatrices demeurent, mais libre. L'entité avait compris que je ne deviendrais pas son hôte, que ma volonté de guérison était plus forte que sa volonté de possession. Mais je savais qu'elle continuait d'exister, de chercher, de trouver d'autres victimes. Je savais que l'homme au pull vert était toujours là quelque part, errant de rue en rue, de magasin en magasin, attendant le moment propice, le regard compatissant, l'âme blessée qui accepterait de partager son fardeau. C'est pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui. Pour avertir, certes, mais aussi pour offrir de l'espoir. Si vous rencontrez cet homme, ou quelqu'un comme lui, ne le regardez pas dans les yeux. Ne lui offrez pas votre compassion avant de vous être assuré de votre propre solidité intérieure. Et si vous sentez déjà en vous ces signes, la colère incontrôlable, les voix étrangères, l'impression de porter une charge qui vous dépasse, cherchez de l'aide. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Car cette entité est patiente. Elle a attendu des siècles, et elle attendra encore. Elle trouvera toujours des hôtes, des victimes, des âmes qui se briseront sous son poids. Mais elle peut aussi être vaincue, repoussée, neutralisée par ceux qui ont la force de regarder leurs propres ténèbres en face et de choisir la lumière. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. Mais n'oubliez jamais, quand vous croiserez un étranger qui semble porter le monde sur ses épaules, qui boit seul en plein jour, qui vous fixe avec des yeux qui ne semblent pas tout à fait humains, détournez le regard. Et courez. Courez pour votre âme.